Ah oui, on va parler ce matin d'un sujet sensible et le mot est faible, la réforme du code minier. Réforme promise depuis longtemps déjà. L'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière les articles du projet de loi climat qui réforme le code minier. Alors qu'est-ce que vaut cette réforme? Que contient-elle? Que devrait-elle changer? Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone puisqu'il est en métropole du côté de Montpellier avec Olivier Gourbineau. Bonjour. Oui, bonjour. Olivier Gourbineau, vous êtes juriste à l'association France Nature Environnement et vous suivez de près l'évolution de ce projet de réforme du code minier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question très générale pour qu'on saisisse bien de quoi est-ce qu'on va parler. Le code minier, c'est quoi exactement? À quoi est-ce que ça sert? Et en quoi finalement les règles qu'il constitue ont un impact sur l'activité minière française? Le code minier, comme son nom l'indique, il réglemente les activités minières. C'est lui qui autorise l'exploitation de minerais et d'hydrocarbures qui sont listés dans le code minier et qui définit le cadre dans lequel l'État autorise des exploitants à rechercher et exploiter ces minerais. Il faut peut-être rappeler aussi que ce code minier, c'est un vieux texte, en tout cas le code minier actuel qui date de 1956 et qui donc a été écrit à une époque qui ne correspond plus à ce qui est pratiqué aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le code minier, on le sait depuis longtemps maintenant, depuis l'affaire des gaz de schiste en particulier, il y a une dizaine d'années. Le code minier ne correspond pas du tout aux exigences d'un droit moderne, et en particulier, il ne prend absolument pas en compte les considérations relatives à la protection de l'environnement. Justement, on y viendra dans quelques minutes sur ce sujet. Alors je l'ai dit, les députés ont fait un pas vers la réforme de ce code minier vendredi dernier, mais c'est pas encore fait. Va falloir attendre que le gouvernement prenne des ordonnances. C'est bien ça pour que la réforme entre vraiment en vigueur? Alors entre le projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale et celui qui a été adopté en première lecture, il y a eu des modifications. Donc en effet, il y a un certain nombre de modifications qu'on dit en dur, donc qui vont venir modifier dès la promulgation de la loi le code minier. Et puis après, il y a un renvoi à une ordonnance qui devra être prise dans les 18 mois pour réformer le reste du code minier qui n'aura pas été réformé. Donc ordonnance qui devra être prise dans les 18 mois à venir, mais pourquoi devoir attendre finalement encore une fois autant de temps? Alors, il est clair que le code minier est tellement obsolète que sa réforme complète appelle une ordonnance dont le périmètre peut être plus ou moins élargi. Ce qui était proposé initialement dans le projet de loi, c'était de renvoyer, excepté les questions d'après-mine, c'était de tout renvoyer à une ordonnance. L'examen à l'Assemblée nationale a conduit à quand même modifier directement certains points qui sont essentiels pour permettre une réforme du code minier dans les meilleurs délais. Après, je pense qu'on peut pas se passer d'une ordonnance, notamment pour adapter un certain nombre de dispositions et de renvois avec les autres codes, notamment vers le code de l'environnement. Du coup, est-ce qu'il y a un risque finalement que ce qui sera écrit dans ces ordonnances soit différent de ce qui a été validé à l'Assemblée nationale? Alors, aujourd'hui, clairement, l'ordonnance quand même cadre les travaux à venir. Jusqu'à maintenant, on a un gouvernement qui a travaillé sur un projet de réforme du code minier qui a été présenté aux parties prenantes, aux industriels, aux élus, aux associations. Cette ordonnance renvoie probablement à ce projet. Toutefois, les délais dans lesquels l'ordonnance doit être prise interrogent, puisque dans 18 mois, il est possible que ça ne soit pas les mêmes personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui qui prendront l'ordonnance, et donc du coup que les arbitrages soient revus. Toutefois, l'habilitation par le Parlement du gouvernement à réformer par ordonnance, quand même, est relativement précise et cadre la future ordonnance. Ouais, elle encadre suffisamment finalement ce qui sera dans un deuxième temps écrit validé, on peut dire, par voie d'ordonnance. Alors on va en venir au cœur finalement de cette réforme du code minier. Qu'est-ce qu'elle contient, cette réforme? Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il deviendra légal normalement de refuser des titres miniers s'ils sont considérés comme pouvant avoir des conséquences environnementales graves. Alors, c'est le point central de la réforme. Aujourd'hui, les titres miniers, en fait, ne sont pas délivrés au regard des conséquences environnementales. Ils sont simplement délivrés au regard des capacités techniques et financières des demandeurs. Là, il s'agit de pouvoir examiner les projets miniers qui vont se dérouler sur plusieurs dizaines d'années en général, et de pouvoir les examiner au regard de leur impact global
sur l'environnement. Alors la biodiversité, la santé, la qualité de la ressource en eau. Et donc on va avoir un examen sur la totalité du projet minier qui aujourd'hui n'était pas fait et au regard des considérations environnementales. Ça, c'est vraiment le point central de la réforme et c'est pour ça qu'elle est demandée par les ONG en particulier depuis 10 ans. Mais cet examen, il sera effectué par qui ? Alors cet examen, il sera effectué dans le cadre d'une étude d'impact qui sera réalisée par le demandeur, qui fera l'objet d'avis de l'autorité environnementale, qui est une autorité qui rend son avis sur la qualité de l'étude d'impact, sur la qualité des démonstrations qu'il y a dedans. Et puis après, elle sera soumise à la participation du public, donc il pourra donner son avis en disant que selon lui l'environnement a été bien ou mal pris en considération. Et à l'issue de ce processus d'instruction, l'autorité décisionnaire, donc l'État, décidera de délivrer la concession ou pas au regard des conséquences prévisibles de l'exploitation ou de l'exploration sur l'environnement. Oui, parce que la réforme prévoit de pouvoir déclencher finalement des enquêtes publiques renforcées qui vont impliquer à la fois des représentants d'associations, mais aussi des exploitants de sites, évidemment. Ce point, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait plus de concertation finalement avant que la décision soit prise ? C'est une bonne nouvelle, oui, c'est évident. Après, si vous me permettez l'expression, c'est juste une mise à niveau de ce qui est exigé aujourd'hui pour tous les projets industriels par le Code de l'environnement. De l'environnement, oui. C'est des obligations qui sont par ailleurs constitutionnelles, c'est-à-dire qu'on peut pas faire autrement, la Constitution l'impose, et c'est des obligations aussi qui sont imposées notamment par le droit européen. Et alors des conséquences environnementales graves, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que on sait déjà, est-ce que les textes ont déjà prévu de définir, on va dire, ce que ces conséquences environnementales graves pourront ou non contenir ? Là, ça va être à l'appréciation de l'autorité administrative au cas par cas, de l'autorité qui décide, et puis derrière, sous le contrôle du juge. Alors, il va y avoir toute une question, notamment relative aux mesures qu'on appelle d'évitement, de réduction et de compensation qui peuvent être mises en œuvre. Et la question finale, ça sera de savoir si ces mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux sont suffisantes pour garantir que l'impact ne sera pas grave sur l'environnement. Prenez les espèces protégées. Si on détruit une partie de la forêt primaire, pour parler de la Guyane, qui comprend ces espèces protégées, il faudra expliquer comment on compense les impacts sur ces espèces, comment on garantit que le projet ne remet pas en cause leur survie. Pareil pour la ressource en eau, si le projet conduit à relarguer des produits chimiques polluants dans la rivière ou tout simplement dans la nature, il faudra voir comment on encadre ça et comment on garantit sur le long terme, c'est-à-dire après l'exploitation, la gestion de ce qu'on appelle les terrils miniers. Très en amont, quoi. Justement, puisque vous venez de parler de produits chimiques utilisés au cours d'une exploitation minière, l'utilisation du cyanure, du mercure, est-ce que des choses ont été faites sur ce point ? Alors, il y a eu des amendements qui ont été proposés pour interdire l'utilisation du cyanure dans l'exploitation minière. Ils n'ont pas été aujourd'hui adoptés. C'est des amendements que notre fédération soutient parce qu'on considère que les processus de cyanurisation qui sont utilisés notamment dans le cadre de la recherche de l'or ont des conséquences environnementales extrêmement graves et qu'il est très difficile de prévenir. Olivier Gourbineau, il devrait y avoir aussi un conseil national des mines qui sera créé, un conseil où on retrouvera des représentants de la filière, d'ONG, mais aussi des parlementaires. Elle va servir à quoi cette nouvelle instance ? Alors je suis pas certain qu'elle soit créée, parce que il semble que l'amendement qu'il avait prévu en commission a été retiré. D'accord. Je parle sous réserve d'avoir bien compris la dernière mouture du texte. Une commission de ce type-là peut être intéressante, mais il faut quand même reconnaître qu'il existe déjà un certain nombre de commissions dans lesquelles on est susceptible d'examiner l'impact environnemental des projets miniers et qu'il n'apparaît pas inévitable de créer une nouvelle commission. En tout cas, de notre point de vue, il y a déjà des lieux de concertation qui peuvent être mobilisés sans avoir à créer une nouvelle commission.
Finalement, c'est quoi votre avis sur cette réforme? Certains ont dit qu'elle était équilibrée. Est-ce que c'est vraiment le cas selon vous? Alors, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, si vous voulez, quand le gouvernement nous a proposé de tout renvoyer à une ordonnance, on savait que derrière il y avait un projet équilibré, mais on n'avait quand même pas les garanties qui soient adoptées. Là, il y a un certain nombre de dispositions, et notamment la possibilité de refuser des titres pour des impacts environnementaux graves qui ont été introduites en dur dans la réforme. Ces éléments-là nous donnent des garanties un peu plus importantes sur la réalité de la réforme du code minier, parce qu'une ordonnance, elle peut ne jamais être prise aussi. Donc les éléments qu'il y a aujourd'hui dans le projet de loi, ils peuvent être considérés comme équilibrés en ce sens qu'ils sont un rattrapage du droit minier qui le met au niveau des exigences du code de l'environnement, ni plus ni moins. C'est tout simplement une mise à niveau. Donc quelque part, finalement, la mine responsable dont on a entendu beaucoup parler depuis ces derniers mois et ces dernières années en Guyane, notamment via le projet Montagne d'Or, la mine responsable, grâce à ce nouveau code minier qui prendra en compte l'aspect environnemental de l'exploitation minière, ce sera possible ? Alors la question de savoir si la mine responsable est possible au-delà des discours, ça appelle un examen particulier, projet par projet, au regard justement des engagements pour la prise en compte de l'environnement. Ces fameuses mesures d'évitement, de réduction, de compensation, de traitement des déchets post-exploitation. Aujourd'hui, moi je me garderais bien de dire si la mine peut être responsable ou pas. La seule chose que je fais en bon juriste, c'est que s'il y a un certain nombre de lois qui garantissent la prise en compte de l'environnement, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant, on pourra vérifier à toutes les étapes de la vie de la mine si celle-ci peut véritablement être responsable. Donc pas de grande déclaration de principe, on va dire, mais du cas par cas finalement en fonction de chaque projet sur les territoires. Alors nous sommes en Guyane, donc le sujet Montagne d'Or est évidemment lié de près à l'actualité de la réforme du code minier. Finalement, l'interdiction du projet Montagne d'Or ne sera pas inscrite dans la loi. La question du coup c'est est-ce que le code minier réformé permettra ou non au projet Montagne d'Or de voir le jour? Parce qu'on le rappelle, en l'état actuel des choses, le code minier qui est en vigueur ne permet pas de refuser la Montagne d'Or. Alors aujourd'hui, ce que nous a dit le tribunal administratif de Cayenne, c'est que le refus de prolonger la concession Montagne d'Or était illégal. Il était illégal parce que le demandeur représente bien les capacités techniques et financières et qu'il a bien démontré l'existence d'un gisement exploitable. Bon, cette décision, elle a été prise sous l'empire du code actuel. Elle fait l'objet aujourd'hui d'un contentieux qui est pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il est très difficile de savoir quelle va être l'issue de ce contentieux et de savoir quel impact aura la réforme qui va être adoptée dans les jours qui arrivent, dans les mois qui arrivent. Alors je vais reposer ma question autrement finalement, c'est comment dire, d'après vous, est-ce qu'un projet similaire à Montagne d'Or, au regard de ce nouveau code minier, pourra voir le jour en Guyane mais aussi ailleurs? Bah écoutez, franchement, ça dépendra du projet, ça dépendra de la manière dont il sera présenté, ça dépendra des études d'impact qu'il présenteront et ça dépendra de sa capacité à gérer ses impacts environnementaux. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si un nouveau projet était présenté, il faudrait qu'il démontre qu'il n'a pas d'impact sur l'environnement. Aujourd'hui, ça n'a pas été demandé dans le cadre de l'instruction des demandes pour Montagne d'Or. Alors, oui, allez. Et il est possible, en effet, qu'il y ait des projets qui ont des impacts environnementaux trop importants, qui ne peuvent être réduits, compensés, et donc qui ne puissent pas être autorisés. C'est en effet le sens de la réforme. Alors, autre sujet, Olivier Gourbineau, on se dépêche parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Autre sujet au cœur de cette réforme, c'est tout ce qui concerne, vous avez commencé à en dire quelques mots, l'après-mine. Une fois que l'exploitation minière sera terminée sur un site, il y a beaucoup d'associations environnementales en Guyane, mais aussi ailleurs, qui disaient finalement que les engagements d'une société minière de reforester leur site après leur exploitation, en réalité, c'était pas forcément appliqué. Là, avec cette réforme, il y a des choses qui vont changer concrètement? Alors aujourd'hui, le cadre de l'après-mine n'était pas satisfaisant. Le cadre juridique de l'après-mine n'était pas satisfaisant parce qu'en fait, il ne permettait pas suffisamment à l'État d'imposer des mesures sur le long terme à l'ancien exploitant minier.
ce cadre, il est réformé et là encore, il est mis au niveau de ce qu'on trouve en matière d'exploitation industrielle prévu par le Code de l'environnement. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est le niveau que prévoit le Code de l'environnement. Après, tout est une question de contrôle. Tout est une question de contrôle et de définition des mesures de remise en état. Alors pour la définition des mesures de remise en état, ce qui est très important pour nous, France Nature Environnement, c'est que le public soit largement associé. Il faut surtout pas que ça soit un deal entre l'État et l'exploitant. Il faut que les associations de protection de l'environnement, mais aussi les élus locaux, les gens qui vivent sur le territoire qui aura été impacté par la mine, puissent avoir droit au chapitre et demander la mise en œuvre de mesures de qualité et ambitieuses pour garantir la santé et l'environnement. Ce point-là est en partie réformé, on aurait pu aller plus loin. Nous, on demande à ce qu'on aille plus loin. On verra si l'examen parlementaire conduit à renforcer les procédures de participation au moment de la fermeture de la mine. D'accord, donc finalement que le public ait droit au chapitre, on va dire, en amont et en aval de l'exploitation minière. Dernière question, Olivier Gourbineau, ça fait des années qu'on parle de cette réforme. Comment ça se fait qu'elle mette autant de temps à entrer en vigueur et à arriver ? Écoutez, la réforme actuelle, tout le monde l'appelle, mais en réalité, je pense que le code actuel n'empêche pas la réalisation de projets miniers et la délivrance d'autorisation. Et le fait que le code minier puisse permettre encore de délivrer des autorisations minières a certainement permis de faire perdurer cette situation. Là aujourd'hui, il faut quand même comprendre qu'on peut plus attendre et qu'il faut absolument cette réforme, que cette mise à jour au niveau du droit au niveau d'exigence du droit de l'environnement est quand même une excellente nouvelle et qui est demandée par nos associations comme un préalable normalement à toute activité minière. Une réforme qu'on ne peut plus attendre, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Olivier Gourbineau d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes juriste à l'association France Nature Environnement et vous suivez de près l'évolution de ce projet de réforme du code minier. Merci beaucoup. Radio Pays.